Les problématiques que j'avais moi, c'était une problématique de fatigue, avec l'impression de ne pas être reposé après le sommeil. Donc je suis allé faire des petits examens où on a testé un petit peu ma capacité à respirer et où on a vu que je faisais un peu d'apnée du sommeil. J'ai un problème dentaire et je passe pas très bien ma langue. Et moi j'avais peut-être un petit problème de respiration parce que des fois je respirais par la bouche au lieu de respirer par le nez. Je fais de la kiné et j'ai un appareil dentaire pour corriger ma position de langue. Avant je me réveillais souvent pendant que je dormais alors que maintenant je me réveille quasiment plus. Et c'est une réflexion que j'avais depuis longtemps sur la qualité de la respiration parce que je nage aussi un petit peu et je m'aperçois quand même que c'est fondamental de bien respirer dans la natation et ça fait écho à l'appareillage que j'ai eu pendant la nuit en me disant parce que si je respire bien pendant la natation, il faut aussi que je respire bien pendant la nuit. Donc il faut que je puisse enlever les obstacles et donc j'ai vu une amélioration. Apnée du sommeil, réveil nocturne, problème d'élocution ou encore difficulté à mâcher certains aliments, tels sont les symptômes qui peuvent provenir des troubles orofaciaux. Pour la première fois en France, une association composée de différents professionnels de santé et de la petite enfance se sont associés. Ensemble, ils aident dès l'apparition des premiers symptômes afin d'éviter l'installation de ces troubles. Bienvenue à l'association Bouche en Cœur qui va vous faire mieux respirer et mieux mastiquer. Quand on a commencé à créer Bouche en Cœur, en fait, le constat, il est parti de là. Il est parti de différentes professions, donc des sages-femmes, des kinés de la langue, des orthophonistes, des ostéopathes qui voyaient graviter dans leur réseau de gens qui venaient consulter des soucis. Et nous, on s'est rendu compte qu'on travaillait tout en parallèle et que ce qui serait intéressant, c'est de travailler en transversal et de se rendre compte qu'en fait, on voyait les problématiques avec des yeux différents et on pouvait travailler ensemble pour optimiser l'histoire. Il existe différentes préventions dans la santé. On va avoir la prévention primaire qui est la prévention qui permet d'éviter un trouble. En prévention secondaire, on a détecté qu'il y avait des troubles, mais on a de quoi faire pour améliorer les choses et pour retrouver, on va dire, une ligne de correction qui fait qu'il n'y a plus de troubles. Et en prévention tertiaire, les troubles sont installés, on sait qu'on n'arrivera plus à les corriger complètement, qu'on ne pourra plus les faire disparaître, mais on va essayer d'optimiser pour faire en sorte que ça ne dégrade pas d'autres choses. Les troubles oro-myofascio-fonctionnels, en fait, la base, c'est la langue qui est un organe qui va du coup faire travailler tous les muscles autour au niveau du visage. Et donc tous ces muscles, en fait, ils vont avoir une implication dans différentes fonctions au niveau du corps qui sont des fonctions vitales. Et donc l'idée, c'est comme si la langue, c'était le tronc d'un arbre. Et donc au niveau de la langue, on va avoir ce tronc qui est la base solide. Et on va avoir différentes fonctions. Et donc la langue, elle va travailler dans la dentition. Elle va avoir une répercussion du coup sur notre respiration. On va avoir du coup une fonction au niveau de la posture. Un trouble oro-myofacial peut avoir une implication sur ma position de mes épaules, sur la position de mon sacrum, donc en bas de mon bassin, sur la position des pieds et donc sur la stature générale de la personne et donc du coup sur sa respiration et sur son diaphragme. On va avoir une implication du coup de la langue dans l'alimentation et donc on va avoir du coup une branche sur le sommeil. Plus ma langue elle va bien travailler, plus mon sommeil il va être efficace parce que ma respiration va être différente en fonction de la position de ma langue. Et on va avoir du coup une branche du coup sur la parole. Forcément, la position de ma langue va avoir une implication dans la position et la prononciation des sons et la communication avec les autres. Sur le XXe siècle, on a eu une augmentation de certains troubles parce qu'on mastique de moins en moins, parce qu'on mange de plus en plus des choses qui sont préparées et qui sont de plus en plus liquides et peu à mastiquer. Et donc toute l'idée aussi de l'association, c'est de redonner les cartes en main, de faire de l'information éclairée. Et donc du coup ce matin, on a plusieurs ateliers. Un atelier du coup pour la diversification menée par l'enfant, où on parle un peu de cette alimentation après le lait et de ce qu'on fait avec. Et donc il y a un atelier aussi sur la sensibilisation de la respiration nasale et pourquoi on doit respirer par le nez, parce que c'est son boulot, contrairement à celui de la bouche. Et si elle est bien musclée, ma langue, je vais pouvoir mieux manger et elle va pouvoir mieux se mettre pendant que je dors
et je vais pouvoir mieux dormir. Donc je m'appelle Sarah, je suis kiné, je me suis formée sur la langue. J'ai intégré cette association pour parler aussi de la respiration et développer toutes ces branches possibles autour de la langue. La langue, elle a une position bien connue et c'est des fonctions qui ne sont pas forcément acquises chez les patients que j'ai en cabinet. Et ce qui fait que ça pousse toujours un petit peu sur les dents et ça empêche les dents de bien se positionner. Et pour les personnes plus âgées, je les rencontre dans le cadre d'apnée du sommeil. Comment on va faire pour sortir? Donc cette grosse partie de langue, en fait, elle est accrochée sur des petits os ici. Et c'est que du muscle. Tout ça, ça a besoin d'être tonifié pour pouvoir partir un peu dans tous les sens. Cette langue, elle fait que bouger tout le temps. Et au repos, elle est censée du coup se mettre tranquillement là-haut. Et dans le cadre des apnées du sommeil, on en parlait un petit peu tout à l'heure, si elle se relâche un peu trop, elle s'étale. Et où est-ce qu'il y a de la place? C'est là derrière qu'il y a de la place. Et du coup, si elle s'étale vers l'arrière, et qu'en plus je suis allongée sur le dos, l'air il aura beaucoup plus de difficultés à passer. Et le but de cette association, c'est de donner plusieurs pistes pour aider à muscler cette langue et pas la laisser se relâcher de trop et aider à grandir le mieux possible. Et comment je fais pour bien respirer par mon nez et pourquoi? Qu'ils comprennent les enfants pourquoi c'est mieux de respirer par le nez que par la bouche. Le message le plus important, c'est qu'ils prennent en compte une hygiène nasale dans leur quotidien. Alors il y a plein de façons de se laver le nez, hein. Donc le traditionnel, c'est les pipettes de sérum physiologique qu'on utilise chez tous nos bébés. Et bizarrement, quand on grandit, on se lave plus le nez alors qu'on fait à nos bébés. Comme se brosser les dents, on n'est pas hyper performant tout de suite, mais c'est des habitudes à prendre en compte pour voilà, que ce soit le plus libre possible. Et le but, c'est que chacun y trouve son compte, mais que cette hygiène se mette en place. Tout ce qu'elle prend, voilà. Comme ça, là, avec son poing, vous imaginez sa petite main, elle va savoir faire ça. Et ça, c'est ce qu'elle va avoir dans sa bouche. Moi c'est Delphine, je suis orthophoniste et ici dans l'association j'interviens dans des ateliers donc autour de l'alimentation. Ça fait partie de notre champ de compétences d'intervenir dans le domaine de la compétence orale qui peut poser problème chez certains enfants pour la prise alimentaire de la naissance à l'âge adulte. On dit qu'on parle comme on mastique, ça c'est intéressant déjà je trouve. Notre cheval de bataille et surtout ce qui fait lien aujourd'hui avec ce qu'on fait dans l'association, c'est vraiment la mastication et d'où le projet du PAT, mastiquer local. On a besoin de favoriser la mastication pour développer cette fonction au maximum parce que ça a un impact sur le développement crânio-facial. Après, il y a des gens qui n'aiment pas je trouve que c'est trop fort le melon charentais. Ouais. Alors dans cet atelier d'alimentation autonome, on rassure les parents et on explique pourquoi au niveau oral, le bébé est capable à partir de 6 mois de manger des morceaux et quel est l'intérêt, quel est l'impact sur le développement de son visage. Ce qu'on veut transmettre, c'est de favoriser une introduction des morceaux avant 10-11 mois et de proposer à l'enfant, dès le début de la diversification, le plus large panel alimentaire qui soit. Parce qu'on sait qu'en fait, plus on va lui proposer de types d'aliments, de textures d'aliments, etc. Dès le plus jeune âge, moins il sera sélectif plus tard. Ah mais ça y est. Ah non, ça va, c'est comme ça, je vais le montrer. Aujourd'hui, les études disent qu'il y a à peu près un tiers à un quart des enfants entre 2 et 3 ans qui vont se retrouver en difficulté avec l'alimentation. Et il y a à peu près 3 à 10% de ces enfants qui auront vraiment un problème au niveau de la compétence orale et qu'on aura besoin de suivre. On donne des petits tips en fait aux parents pour améliorer ces moments du repas qui peuvent être parfois compliqués. Et manger, c'est ça, c'est l'intégrer à toutes ces différentes tâches qui mènent au repas. On a sélectionné des recettes mais sans les préparer en amont. Des pancakes qui sont colorés pour attirer l'œil, voilà, parce que manger c'est ça aussi. C'est pas juste ce qu'on a dans la bouche, c'est voir, c'est sentir, c'est toucher, c'est une explosion de sens manger. La peur principale, c'est la peur de la fausse route, la peur de « Ouh là là, mais mon Dieu, je peux pas donner un morceau à 6 mois à mon bébé et je suis passée par là, je sais ce que c'est ». Dans un premier temps, on les rassure, on leur explique comment ça fonctionne dans la bouche, comment on peut adapter l'aliment, l'environnement et baisser un peu la pression parce que si on est stressé, notre bébé il est stressé aussi. De pouvoir leur proposer des choses sécures et notamment les pains des fleurs, c'est le truc qu'on utilise beaucoup en alimentation autonome parce que ça va permettre de transporter de manière active pour le bébé une purée, une compote jusqu'à la bouche parce que c'est quelque chose qui fond dans la bouche qui est assez sécure et donc c'est quelque chose qu'on aime bien et puis ça croustille et tout ce qui croustille ça crée un cercle vertueux masticatoire, ça met le bébé en réussite, il entend ce qui se passe dans la bouche, il sent, il goûte, il
explosion de sens. On sait que durant la première année, on a besoin de 80% de lait pour 20% d'alimentation solide et qu'on doit être dans la découverte. Des parents qui viennent nous voir en atelier et qui ont des questions sur le fait de ne pas réussir à faire manger leur enfant sur telle ou telle texture, peut-être qu'on peut donner des pistes en fait. On leur donne des pistes. Si ça fonctionne, c'est chouette. Si ça fonctionne pas, on leur conseille d'aller sur internet et de chercher un orthophoniste sur leur secteur. La croissance orofaciale, elle est maximale pendant les 2 premières années de vie. Donc le fait de mastiquer, de respirer par le nez, d'avoir une langue positionnée au palais, ça va permettre de faire évoluer en fait la face plutôt à l'horizontale plutôt qu'à la verticale, comme on a des faces qui se développent aujourd'hui. Et à 6 ans, il y a 60% de la capacité de cette croissance qui a déjà eu lieu. Donc on a tout intérêt à proposer des choses sur cette tranche d'âge-là.